Salut à tous. Bien que les USA soient toujours cités quand on parle d'OVNI, il est bon de rappeler que ces visiteurs, on les observe aux quatre coins du monde. Brésil, terre d'OVNI, c'est inédit sur BTLV avec Thiago Luiz Tiquetti. Hello Thiago, nice to meet you. Thank you for coming on BTLV. Thank you. Merci pour l'invitation. Et c'est presque tout mon français. J'ai laissé tout mon français. vous parlez mieux français que je ne parle brésilien, donc c'est tout à votre honneur. On est ravis de vous accueillir pour évoquer cet ouvrage, Contact OVNI au Brésil. On en avait déjà fait écho ici avec Jean Librereau, qui est à l'origine de Flying Disc France. Cette fois, c'est l'auteur que nous recevons et je suis ravi de vous accueillir. Comment vous qualifiez le Brésil en termes ovniesques? Quand on lit votre livre, il y a des centaines de cas. Est-ce que le Brésil, comme je le disais, est une vraie terre d'ovnis? Oui, le Brésil est ce qu'on appelle un coin chaud, puisque le Brésil est plus grand que l'Europe, il a fait la taille d'un continent, donc on a beaucoup de cas, avec toutes sortes, des abductions, les mutilations de bétail, des contacts et des gens qui ont été tués par des ovnis. Et au Brésil, oui, le Brésil, c'est une des plus grosses. Oui, c'est un endroit où il y a certains des cas les plus incroyables d'ovnis. Les ovnis sont présents dans la culture brésilienne, c'est-à-dire que les Brésiliens envisagent facilement les extraterrestres. Yes, it is. Oui, c'est vrai. Au Brésil, on a un folklore incroyable et des légendes. Et quand on fait des recherches sur ce folklore et ces légendes, on comprend que beaucoup de ce qu'on peut voir dans les contes, ce sont en fait des cas de contact avec des ovnis et des aliens. Donc le Brésil, oui, c'est un endroit ouvert pour parler de l'ufologie. Bien sûr, le gouvernement s'en fiche un peu, mais le peuple brésilien est très ouvert à la possibilité que nous sommes visités par des extraterrestres et bien sûr des ovnis. On va évoquer pas mal de cas qui sont mentionnés. Je le dis pour ceux qui nous regardent, c'est une véritable Bible. Vous avez des centaines d'histoires que vous pouvez découvrir ici, dans cet ouvrage. Je voudrais juste, avant, vous demander ce que vous pensez de ce qui s'est dit depuis 2017, et notamment avec cette révélation et cette officialisation, finalement, de l'ufologie par l'US Navy et le Pentagone américain. C'est très important, hein, la sortie de ces informations par le gouvernement américain. Ils prennent sérieusement le sujet à nouveau, parce qu'ils l'ont fait dans les années 50 avec plein de livres. Et les conclusions ont toujours été les mêmes. On ne sait pas ce que c'était. Eh bien, ils ont conclu la même chose sur le rapport du Pentagone. J'espère. C'est pas ce que je pense, mais j'espère que ces sorties, ces petites sorties du gouvernement américain amènera d'autres pays à faire la même chose ici au Brésil. Je suis à peu près sûr qu'on n'aura jamais quelque chose de la sorte, parce que le gouvernement brésilien, que ce soit dans les années 90 à peu près, ils ont arrêté d'enquêter. On a des problèmes beaucoup plus importants ici au Brésil, politiques, sociaux, économiques. Donc le gouvernement n'y prête pas d'attention à ce sujet, et surtout pas l'attention qu'il mérite. Donc ce qu'on fait ici au Brésil en tant qu'ufologue, notre boulot, c'est d'amener ces informations à la société. Et on ne peut pas attendre ça du gouvernement brésilien. J'espère, sincèrement,
qu'après ces informations sorties par le gouvernement américain, que s'il y a des cas qui sont encore sous le secret d'État, j'espère qu'ils sortiront ces informations également. Alors, on reviendra bien sûr tout au long de l'émission sur la situation finalement ufologique au Brésil, mais on va plonger bien sûr dans votre bouquin. Et j'ai relevé 5 ou 6 cas que nous allons évoquer ce soir, à commencer par le cas Guaporé, 28 novembre 1953. Vous pouvez brièvement nous raconter cette histoire parce qu'elle est complètement folle, parce que elle met en fait une rencontre du troisième type, c'est-à-dire qu'elle met encore une fois le témoin face à des entités venues d'ailleurs, en tout cas qu'il pense être d'ailleurs. Oui, le cas de Guaporé est très intéressant. C'est arrivé le 28 novembre, donc 63, où Pedro Sarache et Francisco Teixeira ont été en train de chasser le canard dans la baie de Spac, la baie des Canards, dans la rivière Guaporé, dans l'état de Rondônia. Et à un moment, ils se sont tous les deux rendus compte qu'il y avait vraiment un appareillage bleu qui a volé au-dessus d'eux et qui a finalement atterri sur l'eau, à peu près à 50 mètres d'eux. Voilà, à peu près 50 mètres de Francisco et à 4 mètres de Pedro. Et à partir de leur position, ils avaient une vue privilégiée de l'OVNI, qui faisait peut-être 4 mètres de long et haut de 2 mètres, qui avait une forme dans un matériau similaire au verre. En tout cas, il était transparent. Il y avait un genre de verre qui entourait l'objet. Quand ils ont regardé l'objet, ils ont vu 6 personnes à l'intérieur de l'OVNI. 4 hommes et 2 femmes. Ils ressemblaient à des humains, blancs et roses, une peau à peu près blanche et rose. Et ils avaient des cheveux rouges, comme les Nordiques. Ils étaient roux. Les hommes aux cheveux courts et les femmes les cheveux longs jusqu'aux épaules. Et quand les aliens, les gens à l'intérieur de l'OVNI ont vu qu'il y avait 2 témoins de leur venue, ils sont rentrés à l'intérieur de l'OVNI et l'OVNI a commencé à voler dans le ciel. D'après les correspondants des journaux de l'époque, les 2 chasseurs ont passé à peu près 1 semaine sans pouvoir contrôler leurs nerfs. Ils étaient vraiment choqués par ce qu'ils ont vu. Alors, les stigmates finalement d'une observation, on les note un peu partout dans le monde à chaque fois qu'il y a un témoin qui veut bien raconter son histoire. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans celle-ci, c'est est-ce que l'armée a enquêté, est-ce que les autorités ont enquêté, et est-ce qu'on peut imaginer que ce sont des prototypes, parce que finalement les personnes que ces 2 chasseurs voient sont très humains, les cheveux longs pour les femmes, les cheveux lourds pour les garçons. On a presque l'impression que ce sont des Celtes. Non, les Brésiliens n'ont jamais enquêté. Parce que des cas comme ça, on en a des milliers au Brésil, des milliers. Et le gouvernement brésilien n'y a jamais porté d'attention. À part la nuit officielle des OVNI ou des choses ou des moments comme ça où ils ont été provoqués, ils ont été obligés d'enquêter. Mais des cas comme celui dont on vient de parler, il y en a des milliers au Brésil. Et je ne suis pas sûr, en tout cas je ne crois pas que cet appareil, cet OVNI a été fait par l'homme. C'est très différent, parce qu'il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien qui ressemble à un ballon ou un hélicoptère ou un avion. Donc,
à mon avis, je pense que c'est impossible que ce soit un vaisseau humain. Comment sont pris et quelle image ont les ufologues au Brésil? Parce que nous, en France, on est un peu stigmatisés, on a un peu montré du doigt. Alors, un peu moins maintenant depuis que le Pentagone a rendu son rapport, sa première mouture de rapport, parce qu'on sait qu'il va y en avoir un beaucoup plus gros dans les mois qui viennent. Et quelle image vous avez au Brésil? Well, in the past, of course. Dans le passé, Lunatics, of course. on nous voyait comme des fous, évidemment. I can't speak for Mais myself. maintenant, je peux parler que pour moi. Now I have the respect of Maintenant, j'ai le respect de la société et des ufologues, grâce à mon travail sérieux. Ici, au Brésil, on a beaucoup d'ufologues ou de soi-disant ufologues qui disent des choses qui sont impossibles, des choses, des folies, ni plus ni moins. Et ça envoie une très mauvaise lumière sur l'ufologie. Like me, we have many ufologists in Brazil that Et il y a beaucoup d'ufologues comme moi au Brésil qui font un très bon travail et que je respecte et qui sont sérieux. Et les gens voient aujourd'hui les ufologues au Brésil, ils sont bien vus, plutôt bien vus. C'est pas mauvais comme ça a pu l'être dans le passé en tout cas. Moi je peux travailler et marcher dans la rue sans problème en tout cas. Est-ce que vous diriez qu'Internet a sali l'ufologie parce que bien sûr ça a provoqué l'intérêt, mais ça a aussi facilité les enquêtes rapides, c'est-à-dire que derrière son ordinateur et peut-être même facilité les fakes? Sure, of course. Oui, bien sûr. Ici au Brésil, on dit que l'Internet, c'est la terre de personne. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et vous n'avez pas besoin de prouver ce que vous dites ou ce que vous avez posté. On a de très sérieux problèmes au Brésil. Parce que je reçois 10-12 emails par jour avec des photos, des vidéos. Et 90% de ces photos, de ces vidéos, je suis capable de les expliquer. Soit des satellites, des insectes, des reflets, des choses comme ça. Et quand je dis ça, les gens s'énervent parce qu'ils veulent croire que ce qu'ils ont capturé était une photo d'un ovni ou une photo d'un extraterrestre. Ils se fichent de la vérité. Et on voit beaucoup de chaînes YouTube au Brésil avec 2-3 millions d'abonnés. Et moi, sur ma chaîne, j'ai 8000 abonnés. Et moi, ce que je montre, c'est la vérité. C'est des recherches, c'est des faits. J'ai jamais monté des mensonges ou juste des choses pour avoir des likes et des commentaires. Donc, Internet, c'est bien parce qu'on peut partager de l'info, mais il faut que vous cherchiez les meilleures informations possibles. Jamais n'avoir qu'une information d'une seule chaîne, une seule source d'information sur Internet pour essayer de comprendre quelque chose. Il faut creuser très profondément pour ne pas se fourvoyer. Alors, rassurez-vous, en France, c'est pareil. C'est-à-dire que le fantasme fait plus d'audience que la réalité parce qu'elle est moins spectaculaire, peut-être, que celle que l'on veut croire, comme celle que le cinéma nous montre. On sait que c'est beaucoup plus difficile. On va évoquer cette fois un autre cas qui est mentionné dans ce bouquin, Contact OVNI au Brésil, parce que il est intéressant parce que on met toujours en avant la crédibilité du témoin, et cette fois-ci c'est un avocat. On est le 16 juillet 1956 et excusez-moi, Joao, j'ai une mauvaise prononciation brésilienne, Guimarães va être confronté lui aussi à un phénomène qu'il ne comprendra pas comme bon nombre de témoins. Yes, the case of João de Freitas Guimarães. Oui, le cas de João de Freitas Guimarães. Date and time market.
they shadow appointment with the alien. Well, Ouais, il a eu un rendez-vous avec les aliens. C'était un avocat et c'est arrivé le 16 juillet 56 à Caraguatatuba, à Sao Paulo. Et il faisait un voyage d'affaires. Et en arrivant en ville, il a trouvé le forum de la ville fermé parce qu'il était tard dans l'après-midi. Donc après le dîner, il est allé marcher sur la plage et vers 7 heures du soir, il s'arrête pour regarder la mer. Et à ce moment-là, il y a un objet en forme de disque qui s'est élevé, qui a quitté la mer. Donc sur la côte de São Paulo, il y a deux villes. Et cet objet s'est approché de João et il a atterri à quelques mètres de là où il était. Et puis une porte s'est ouverte. Et puis dehors du disque sont arrivés deux hommes. Avec des yeux sereins et une peau claire. Ils avaient des combinaisons vertes, fermées aux poignets, aux chevilles et au cou. Et puis, João y est allé, leur a demandé s'ils avaient eu un accident avec leur machine, s'ils cherchaient quelqu'un. Il n'a pas eu de réponse. Il a reposé la même question en anglais, en français, en italien, sans aucune réponse des étrangers. Through the gestures, the crew of the object urged that the witness enter the apparatus. They asked to. Les mouvements qu'ils ont faits, et avec les gestes, ils ont compris que quand ils sont entrés dans leurs ovnis, et qu'ils l'invitaient à venir avec eux dans l'ovni. Et donc il y est allé. Et dans l'intérieur du disque, il a rencontré un troisième membre de l'équipage, et puis l'ovni est parti, s'est envolé. À l'intérieur de l'OVNI, il a essayé de trouver un moyen de communiquer avec les aliens, mais il n'a jamais eu de réponse. Il a remarqué qu'à un moment du voyage, au travers des vitres, ils sont passés au travers d'une étoile très très sombre. Ils sont passés à l'intérieur. Donc, il a eu l'impression qu'ils ont quitté la planète, qu'ils étaient. Et ils l'ont prévenu qu'ils avaient quitté l'atmosphère et qu'ils bougeaient grâce au champ magnétique. Donc, ils avaient une énergie seulement magnétique pour alimenter l'appareil. Et le voyage a duré à peu près 40 minutes. Et puis au bout de 40 minutes, João a été laissé exactement au même endroit où il l'avait trouvé. À la fin de ce voyage, le membre de l'équipe ont fait encore un contact avec João, Argos 12, la même année, au même moment. Mais pour de nombreuses raisons, il n'a jamais eu le temps de pouvoir y aller. Ce cas est très recherché ici au Brésil, très, très enquêté. Pas officiellement, bien sûr, mais en tout cas, il y a eu une enquête par un colonel de l'Air Force brésilienne qui a demandé à João, qui a dit à João, ouais, on vous prévient, je n'irai pas à la réunion. Si vous y allez, j'aurai 2 platoons pour recevoir vos amis.
Donc Joao n'y est jamais allé en sachant ce que l'Air Force allait faire et essayer de les détruire. Et plus tard, trois militaires brésiliens ont essayé de rejoindre Joao et ils y sont allés. Mais l'équipage et l'OVNI ne se sont jamais présentés, peut-être parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Mais ce cas est très intéressant, parce que c'est la crédibilité du témoin. Et la participation de l'Air Force brésilienne, ça rend ce cas intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le physique, finalement, de ces extraterrestres qui sont ce qu'on appelle les grands blancs, les Nordiques. On sait que Michael Salla aussi dit que ces mêmes Nordiques auraient rencontré les gouvernements américains et qu'ils collaboreraient peut-être avec les États-Unis. Vous, en tant que chercheur, est-ce qu'il est facile pour vous d'avoir des informations quand vous appelez... vous voulez enquêter, est-ce que vous pouvez appeler les militaires, les autorités, les tours de contrôle pour essayer d'avoir des informations? Et est-ce que celles-ci se prêtent au jeu? J'ai des informations parce que mon père était dans l'Air Force brésilienne. Mon beau-père est aussi un pilote de l'armée brésilienne, donc je connais beaucoup de militaires brésiliens. Mais officiellement, je dois utiliser les voies officielles. Il faut demander, il faut signer un papier, faire une requête sur Internet. Mais j'ai des contacts avec ces militaires, avec certains qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite. Mais au Brésil, il y a une loi qui dit que chaque cas devrait être envoyé aux archives nationales. Ici au Brésil, il y a des milliers de papiers, de cas, d'enquêtes, de photos, de vidéos ici dans les archives nationales brésiliennes. Et la plupart de ces papiers sont sortis après notre campagne de la liberté des informations sur les ovnis tout de suite, qu'on a commencé en 97. Et jusque-là, on a plus de 6-7 000 différents dossiers qui sont sortis et qui sont accessibles au public du monde entier, puisque c'est sur l'Internet, sur les archives nationales brésiliennes. Donc oui, j'ai des informations officielles, mais il faut passer par des chaînes et des chemins officiels. Mais là où j'ai le plus d'informations, c'est en dehors des officiels qu'on me donne, que des pilotes me donnent ou des militaires brésiliens. Des informations glanées sous le manteau comme à chaque fois par les enquêteurs du monde entier. Alors, il y a une particularité quand même dans votre bouquin, c'est que c'est souvent, il y a beaucoup, et c'est étonnant, hein, il y a beaucoup de rencontres avec des personnalités étranges, des gens dans des vaisseaux avec des looks différents. Et on va s'arrêter sur une rencontre rapprochée, 26 et 27 septembre 1968, c'était il y a bien longtemps. Monsieur Enrique Schneider Jr. Va lui aussi, du côté de Joinville, vivre quelque chose. Joinville case, well. Le cas de Joinville, ouais. C'est un des meilleurs cas qu'on ait eu au Brésil. Parce que l'OVNI est parti et il a laissé fait des dommages sur la propriété. À l'aube du 26 et du 27, Monsieur Henrik Schneider Jr., un industriel chimiste qui vivait à Villa Baumer, à Joinville, près de Catalina. Et il s'est levé à l'eau parce qu'il a vu des genres de feux au loin, en tout cas des lumières. Et après avoir trouvé que tout allait bien, il a marché quelques pas de plus et il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il a vu un énorme et très étrange objet.
à peu près à 5 mètres de là où il se trouvait. Donc il a eu très peur. Le vaisseau était à peu près 4 mètres de haut et un diamètre de 2,5 mètres à peu près. Et au-dessous de l'objet, il y avait quelque chose comme une lumière qui illuminait le sol, comme en plein jour. Et l'objet était rectangulaire. Il y avait une entrée rectangulaire. Ça ressemblait à un cône et ça a atterri sur la propriété, le jardin de la propriété, et puis il a vu deux choses, je ne sais pas si c'est des êtres qui ont descendu la rampe de l'objet et se sont arrêtés. Et il a eu tellement peur qu'il ne pouvait pas bouger. Et quelques minutes plus tard, ces deux cylindres sont remontés à l'intérieur du vaisseau. Et l'OVNI a décollé. Et après le décollage, la chose s'est écrasée. Le plafond de sa maison a été cassé. Vous pouvez le voir dans les photos, dans mon livre, de la maison et à quel point elle a été détruite. Détruite par l'OVNI. J'ai essayé d'enquêter, d'avoir des informations. Mais cet OVNI a laissé des empreintes, des marques, des preuves de marques d'atterrissage en tout cas, sur le sol. Mais ils n'ont jamais réussi à expliquer ce qui s'est passé. Parce que pour faire ce trou dans le sol, il faut quelque chose qui pèse plus de 10 tonnes. Et rien dans sa ferme n'avait cette taille et ce poids. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce cas, c'est un des meilleurs, avec des preuves, dans l'histoire ufologique brésilienne. Mais il y a quelque chose qui est fou quand même dans ce récit, c'est que les entités qui remontent ne ressemblent pas à des hommes, sont des cylindres. Enfin, ça paraît complètement fou. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans l'ufologie que si entité il y a, si extraterrestre il y a, soit ils prennent la forme qu'ils veulent, ou soit même ce sont peut-être des entités robotiques. Oui, ils peuvent être tout ça. Ils peuvent nous ressembler à des êtres humains, ils peuvent ressembler à des reptiles, ils peuvent ressembler à des robots. Et dans ce cas précis, ils ressemblaient à des robots, parce que, une chose cylindrique en tout cas. Il n'y avait pas de bras, pas de jambes. C'était peut-être comme une sonde, ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. Mais ils nous ont montré que nous avions été visités par de très nombreux types d'extraterrestres différents. Vous parliez tout à l'heure de votre papa et de votre beau-père qui sont tous deux militaires ou anciens militaires. Quel regard justement les militaires en off, bien sûr pas officiellement, en off, ont sur ce phénomène OVNI au Brésil? Ils pensent que ce sont vrais. Ils y croient, mais ils pensent que c'est inexplicable. Ils pensent et me disent que ce ne sont pas des objets faits par l'homme, que les équipages de ces objets ne sont pas des êtres humains. Et mon beau-père, lui, il a vu quelque chose. Il volait. Il volait sur un avion militaire très très haut et il m'a dit qu'il était dans l'avion et qu'il a vu une lumière extrêmement brillante, sphérique, qui a croisé le chemin de son avion 3 fois. Ça allait tellement plus vite que son jet. Il n'a jamais utilisé le mot disque volant ou vaisseau extraterrestre, jamais. Il a toujours utilisé le mot OVNI.
Et il est mort il y a quelques années, mais il me disait toujours, Thiago, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de ce genre, et je suis sûr que ce n'était pas fait par l'homme. Ce n'était pas un objet fait par l'homme. Il n'y avait pas d'aile, pas de moteur à proprement parler, rien qui ressemble à un avion, un hélicoptère, un satellite ou quoi que ce soit du genre. Donc je cherche toujours la réponse à ce que j'ai vu. Mais il est mort et peut-être que maintenant il connaît la réponse. Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est peut-être à la fin de notre vie, au commencement de la mort, que nous découvrirons la vérité. Avant cela, quand même, on va, avant de trépasser, continuer à évoquer votre bouquin Contact OVNI au Brésil, parce que je le disais, c'est quand même un bouquin incroyable, c'est-à-dire que vous ouvrez n'importe quelle page et vous tombez sur un cas délirant. Parmi ces cas, il y en a un, finalement, qui donne presque envie. On est en 1973, le 3 avril, et il va y avoir une rencontre avec un objet assez particulier de la part d'un témoin qui, en 93, va décéder. Le 1er avril, 3 avril 76, il voit, 1er avril 93, il décède, et il aura à la fin de sa vie une peau comme celle d'un bébé. Parce qu'en fait, la rencontre qu'il va faire avec cet engin, eh bien, va le faire rajeunir. João Barroso case. C'est João Barroso qui... Et c'est arrivé Quixadá is a city in Ceará state in Brazil. En 76 à Quixadá, au Brésil, avec où il y a un endroit où il y a eu beaucoup de rencontres inexpliquées, de contacts, ici au Brésil, et d'observations. Il a été témoin de l'apparition d'un ovni au-dessus de la ville. Mais pour lui, la chose n'allait pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il a été frappé par un rayon de lumière qui est arrivé de cet ovni. Et et après que cet être, ce rayon l'ait touché, il a commencé à devenir malade. Il n'allait pas bien. Il était très malade et très faible. Quand on l'a retrouvé dans la rue après avoir été frappé par cet ovni, et quand il est rentré chez lui, Barroso se sentait toujours malade avec des douleurs constantes au travers de tout son corps. Ses yeux brûlaient énormément et le côté gauche le côté gauche de son corps était irradié par le rayon. D'une manière ou d'une autre, des histoires de ces rencontres étranges viennent d'une radio locale et le journal ont publié cet épisode. Et il y a quelques groupes d'ovnis au Brésil groupes intéressés sur les ovnis qui ont fait des recherches. Et pendant qu'ils recherchaient des infos, Barroso, et personne ne sait ce qui s'est passé, hein, mais il a commencé alors, il n'est pas devenu plus vieux, il a commencé à devenir... Et il est devenu de plus en plus jeune. Il avait 68 ans. Et il commençait à ressembler de plus en plus à quelqu'un de 15 ans, 14 ans, 13 ans, jusqu'à ce qu'il a fini par dire maman et papa comme un bébé. Et il est redevenu un bébé après cet épisode. Il y a eu des psychiatres, des neurologues, des physiciens également qui ont essayé de comprendre ce qui lui est arrivé, mais personne n'a jamais pu dire ce qui lui était arrivé.
the beam of light that hit him. On ne sait pas si ce rayon de lumière qu'il a touché a causé une espèce de vieillissement régressif. Et quand il est mort, sa peau était si douce, vraiment comme la peau d'un bébé. Il ne pouvait pas manger tout seul, aller aux toilettes ou prendre une douche. Il avait le visage d'un vieillard, mais ses agissements, ses pensées, son intelligence étaient celles d'un bébé. Mais ce cas est unique dans le monde entier. Il n'y a aucun autre cas de similaire où quelqu'un frappé par un rayon de lumière d'un ovni a rajeuni. Donc c'est intéressant. Et jusqu'ici, personne n'a jamais trouvé une réponse pour ce qui lui était arrivé. Moi, ce que je trouve assez troublant dans ce type d'affaires, c'est qu'il n'y ait pas les autorités médicales, au moins, qui s'intéressent à ça, parce qu'effectivement, c'est un cas d'école. Quelqu'un... Alors, on se souvient du film Benjamin Button avec Brad Pitt, mais c'est un film de cinéma, et il régresse, il redevient bébé. Là, il est toujours vieillard, mais c'est sa peau et ses agissements. C'est fou que personne ne se soit intéressé à tout cela. Est-ce que vous avez, au Brésil, des gens qui pensent que ces êtres sont des entités religieuses? Parce qu'il y a, par exemple, quand on parle d'OVNI, beaucoup de musulmans pensent que ce sont des djinns, d'autres pensent que ça peut être des entités, des guides, etc. Est-ce que on a vu d'ailleurs dans l'ufologie pas mal de lumières, juste des lumières, pas des engins, comme si c'était les consciences. On peut tout envisager. Est-ce que au Brésil il y a ce pan de l'ufologie, un peu comme l'a évoqué Jacques Vallée il y a quelque temps. On peut imaginer que ce sont aussi peut-être des consciences ou des entités religieuses. Oui, au Brésil, on a ce concept également, oui. Beaucoup de gens pensent que ces êtres sont des anges ou des démons d'ailleurs. Des créatures qui viennent d'autres plans. Des fantômes, des choses comme ça. Au Brésil, vous savez, on a une grande culture du folklore, comme je vous l'avais dit. On a toutes sortes de différents folklores, d'entités folkloriques qui, dans mon opinion, n'ont rien d'extraterrestre ou d'étrange. Pour essayer d'expliquer, ils ont créé un fantasme pour essayer de l'expliquer. Donc nous, on est un pays très religieux. Et on a ce genre d'association avec tout ce que vous voyez dans le ciel. Une lumière, un rayon. En général, les gens se tournent vers la religion, en tant que ce soit ange ou démon. Alors, on ne peut pas évoquer votre livre, Contact OVNI Brésil, sans évoquer une histoire, et on va terminer avec celle-ci. L'histoire la plus effrayante peut-être de l'ufologie brésilienne, c'est celle de Colares. On va finir avec, parce que à Colares, il s'est passé des choses absolument incroyables, parce que cette fois, en plus, on a des témoins qui disent avoir été tirés comme des lapins. Ouais, le cas de Colares, c'est une vie dans l'état de Pará, au Brésil, mais le cas entier, on l'appelle l'opération de Chupa Chupa. Et il y a eu une enquête officielle de l'Air Force brésilienne. Pourquoi ? Parce que beaucoup de résidents de Colares, de Ilha de Mosqueiro, de l'état de Maranhão, les gens ont été frappés par des rayons de lumière tirés par des ovnis. Et quand les gens ont été frappés par ces rayons de lumière, ils ont été anémiés. Donc ils sont allés chez le docteur et le docteur a dit ouais, vous souffrez d'anémie. Et qu'est-ce que c'est que l'anémie ? C'est un manque de fer dans le sang.
Donc, d'une manière ou d'une autre, these UFOs, ces ovnis, quand ils ont tiré ces rayons de lumière, ils ont pris le fer du sang de ces victimes. they made the Brazilian Air Force was called to investigate Et les forces brésiliennes ont demandé à investigate what's in air. de faire des enquêtes parce que A thousand of reports. ils ont fait parce que c'était dans l'air que ça s'était passé. Ils ont fait des milliers de rapports. Ils ont interviewé des milliers de témoins. Certaines villes ont eu si peur de ce qui s'est passé que les gens ont quitté la ville. Et certaines villes sont devenues des villes fantômes. Donc l'Air Force est allé là-bas, ils ont enquêté, ils ont pris des photos. Il y a plus de 200 photos. Ils ont filmé l'objet. Ils ont posé des questions à des témoins sur ce qui s'est passé. Ça a été une sorte d'invasion au Brésil. Et le phénomène de cette attaque, eh bien, l'enquête a commencé en octobre 1977 et ça a fini. Et ça a fini en novembre. En 77, novembre 77. Mais on sait que ce phénomène, cette attaque, a duré jusqu'en 1982. Et en novembre 77, les officiels, le chef de l'Air Force Brésil de l'État de Pará a arrêté l'enquête. On n'a jamais su pourquoi. On était très proche d'être en contact avec ces aides puisqu'ils sont là tous les jours. Mais ils ont arrêté, fermé l'enquête. Et c'est un secret et c'est toujours un mystère aujourd'hui. Un mystère effrayant parce qu'on sait que les habitants se sont organisés visiblement aussi pour combattre. C'est-à-dire que c'est peut-être la première bataille en fait finalement entre les témoins et les ovnis. Oui, ils ont utilisé des fusils à pompe, des feux d'artifice, des cailloux. Et également du bois. Non, ils ont vraiment utilisé tout pour se protéger. Ils ont tout utilisé pour se protéger. Même quand ils étaient à l'intérieur de leur maison dormant, l'OVNI pouvait toucher les gens au travers du toit, Donc ils n'avaient rien pour se défendre. Donc ils ont appelé. Après avoir essayé les coups des fusils à pompe, et ils ont appelé les maires des villes pour les aider. Et eux, les maires, ont appelé l'Air Force. Et le premier truc qu'a fait l'Air Force, qu'ils ont dit, c'est ne jamais tirer sur un ovni. Jamais. Ne jamais tirer sur un ovni parce qu'en fait, visiblement, s'ils arrivent à venir jusqu'à chez nous, c'est qu'ils ont une supériorité technologique qui peut effrayer. Malgré tout, 5 ans, 77-82, 5 années absolument dingues, on est tiré comme des lapins, ces engins reviennent régulièrement. On sait que l'armée a été là-bas, il y a eu des enquêtes militaires. Quel a été finalement le verdict? Qu'a dit le rapport à la fin? Est-ce qu'on y a accès? Et qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que c'était? There's no final report. Il n'y a aucun rapport final. Ils ont arrêté l'enquête en 77, de manière complètement abrupte. On n'a jamais eu un rapport définitif. On a des rapports, des centaines de rapports, avec des photos, avec des témoins, avec des dessins. Mais on n'a jamais eu un rapport final, une conclusion. On ne l'a jamais eu. Et on ne l'aura jamais. Parce que l'enquête, à mon avis, et beaucoup, c'est souvent le cas au Brésil, c'est que les Brésiliens ont laissé l'enquête aux États-Unis, aux Américains. Parce qu'on sait qu'après que cette enquête a été close, on sait que les Américains, eux, sont venus pour enquêter dans cet endroit au nord du Brésil. Et ils ont continué les enquêtes. Donc, quelles furent leurs conclusions? Je n'en sais rien. Les Brésiliens n'en ont pas eu, en tout cas. Alors, ça s'appelle, Contact OVNI au Brésil. On a fait
un tour de quelques cas. Il y en a des centaines hein, dans le bouquin. Maintenant, je vais vous poser des questions à vous, en tant qu'ufologue. Plusieurs questions. Faut-il se méfier de ces ovnis? C'est la première question. Quel est votre sentiment? Not at all. Not at all. Non, pas du tout, je pense pas. The whole scenario. Dans le scénario global qu'on peut imaginer, s'ils veulent nous détruire, ce serait fait déjà. Ils ont une technologie qui est bien plus avancée que la nôtre. Donc s'ils veulent nous détruire, ce sera rapide. S'ils veulent nous conquérir, nous contrôler, ils auraient pu le faire très facilement. Donc je ne crois pas qu'on doive les craindre. Je crois qu'on doit apprendre et essayer d'être en contact avec eux. Parce qu'ils sont tellement plus avancés que nous. En technologie, en conscience, dans la manière d'utiliser l'énergie. Je crois qu'on apprendrait beaucoup. Donc, avoir peur, les craindre, se méfier, non, je crois pas. Autre question, Thiago Luis Ticchetti. Nous cache-t-on quelque chose? Pensez-vous qu'on en sait plus sur le phénomène OVNI et sur ces êtres venus d'ailleurs que ce qu'on veut bien nous dire? Of course. Bien sûr. Les vraies informations ne seront jamais libérées à la société et données à la société. Évidemment que non. Puisque ces gens, s'ils ont la connaissance, par exemple, de faire un objet rectangulaire qui puisse voler, eh bien, ce pouvoir-là, cette puissance-là, si une nation mettait la main dessus et récupérait la technologie de voler de 0 à 5000 km/h, en quelques secondes, ils peuvent contrôler le monde. Donc si vous avez l'information, c'est beaucoup plus puissant que quelques armes nucléaires que ce soit. Si vous avez l'information, vous avez tout. Donc je pense que certaines personnes, oui, ont beaucoup plus, pas toutes, parce que je pense que ce serait très compliqué d'avoir toute l'information. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont évidemment beaucoup plus d'informations que nous. Et même beaucoup plus d'informations que le président des États-Unis, par exemple. Autre question. Certains le disent, sont-ils déjà parmi nous? Je crois bien. Il y a beaucoup d'espèces différentes d'aliens qui nous sont très similaires. Et franchement, je ne serais pas surpris si on trouvait d'une manière ou d'une autre qu'ils vivent avec nous, qu'ils marchent avec nous dans les rues. Vous savez, qu'ils essayent de nous comprendre, qu'ils essayent de vivre sur notre planète. Je suis à peu près sûr qu'ils vivent avec nous. Et parmi nous, d'ailleurs. Donc vous êtes en train de me dire que David Vincent avait raison? Well, I think so. Ouais, mais je crois bien. Je crois bien. C'est une probabilité en tout cas. À mon opinion, oui en tout cas. Bon, vous l'avez vu, beaucoup d'informations avec Thiago Luis Ticchetti. Franchement, mais plongez-vous dans cet ouvrage. Vous qui êtes abonné à BTLV, qui êtes fan de ce sujet, c'est une Bible. On en a parlé avec Egon Kragel. Il est complètement fou de ce bouquin chez Flying Disc France que l'on doit à Jean Librereau, cette adaptation. Magnifique, Thiago Luis Ticchetti. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelques émissions autour de ce sujet parce que visiblement c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Merci. Je ne sais pas quelle heure il est au Brésil, mais dans tous les cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Il est 2h de l'après-midi, 2h30 de l'après-midi au Brésil. Et je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous. Appelez-moi et je serai là. Merci beaucoup. Thank you, bye bye, Thiago, ciao.